Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. L'évolution exponentielle de la diffusion des contenus dits haineux sur les grandes plateformes et les réseaux sociaux, qui conduit à une propagation inquiétante de toutes sortes de messages racistes, antisémites ou de manière générale conduisant à toute forme de discrimination, heurte frontalement la dignité humaine. Tout le monde s'accorde sur ce constat. La situation actuelle n'est plus tolérable, elle n'est tout simplement plus acceptable. Favorisés par l'anonymat, certains comportements sont désinhibés et donnent l'impression à l'utilisateur d'être à l'abri de la loi. C'est ainsi que des propos sont tenus en ligne alors qu'ils ne le seraient jamais dans la vie quotidienne. Internet, lorsqu'il est utilisé comme un support de communication de contenu haineux, permet au plus grand nombre d'y avoir accès et potentiellement de participer à la diffusion de ces messages, même involontairement. Les contenus haineux, comme les fausses informations, font partie des contenus qui font réagir le plus. Leur diffusion se voit ainsi accélérée. Obéissant à la programmation algorithmique induite par cette même viralité, les plateformes sont alors amenées à proposer elles-mêmes de partager les contenus de ce type. Face à ce phénomène, ce qui apparaît avant tout, c'est notre impuissance à l'endiguer, à y apporter des réponses concrètes. Le diagnostic le plus partagé est qu'il est difficile d'apporter une réponse judiciaire rapide face à la vitesse de propagation des contenus. Mais il existe deux autres raisons de fond qui sont malheureusement balayées du revers de la main. Première raison, le fait qu'il existe une difficulté réelle à qualifier juridiquement une partie des signalements. Si 80 à 90% des retraits de contenus manifestement illicites peuvent être retirés en 24 heures grâce à des algorithmes et des équipes de modération, 10 à 20% appartiennent à la zone dite grise, où l'interprétation est nécessaire. Deuxième raison, la facilitation et l'accélération de la production et de la diffusion de contenus haineux sur Internet est la conséquence d'une stratégie qui est intrinsèquement, directement liée au modèle d'affaires, au business model des géants du numérique concernés. Comme le décrit parfaitement Bruno Patino dans son livre « La civilisation du poisson rouge », l'accélération a remplacé l'habitude par l'attention et la satisfaction par l'addiction. Elle détruit peu à peu tous nos repères, nos rapports aux médias, à l'espace public, au savoir, à la vérité, à l'information. Le cœur du réacteur est l'économie de l'attention, sa captation. Elle repose sur l'étude et l'exploitation de nos données et de nos propres biais cognitifs et comportementaux. Or, que proposez-vous pour répondre à ces trois enjeux majeurs ? Vous ne proposez pas de questionner le cœur du modèle économique de ces nouveaux empires. Vous ne proposez ni d'investissement majeur dans l'éducation permettant de développer l'esprit critique, ni de pistes de régulation de ces modèles qui dessinent le monde de demain. Non, vous nous proposez, à travers l'article 1 de cette proposition de loi, de tout simplement démissionner, de confier aux plateformes numériques et aux moteurs de recherche encore plus de pouvoir qu'ils n'en ont aujourd'hui. D'un côté, vous ne cessez de dénoncer le pouvoir toujours plus grand pris par les GAFAM. Vous vous inquiétez de la place que pourrait prendre Facebook en créant Libra, une crypto-monnaie qui pourrait mettre à mal la souveraineté des monnaies nationales. Mais de l'autre côté, en le revendiquant même haut et fort, vous nous proposez de transférer aux moteurs de recherche et aux plateformes le pouvoir du juge, celui qui réside notamment dans le pouvoir d'appréciation, ce qui participe de l'élaboration de la jurisprudence. Vous mettez pratiquement entre leurs mains des pouvoirs de police. Ce que vous proposez, c'est de changer fondamentalement notre logiciel et de remettre ainsi en cause ce sur quoi notre démocratie repose depuis 200 ans, depuis la Déclaration des droits de l'homme. Comme nous le rappelle l'avocat Christophe Bigot, le seul champ d'application du délit d'incitation à la haine raciale a changé 4 fois en une quinzaine d'années. Le juge a oscillé selon les époques entre la sanction de toute expression faisant naître un sentiment de rejet et la limitation de la répression à la seule exhortation à commettre un acte de violence, de haine ou de discrimination. Comment les modérateurs des opérateurs privés aborderont ces évolutions subtiles qu'il faut suivre au jour le jour? Ils ne le pourront d'évidence pas et par sécurité, au regard des sanctions, appliqueront le principe de précaution, la censure. La capacité d'interprétation, le pouvoir de qualification ne sont simples ni pour le juge ni pour les autorités administratives qui sont par ailleurs dépourvues de moyens financiers et humains pour les exercer sereinement et efficacement. Cela est encore moins simple pour le citoyen, à qui il est pourtant demandé également de qualifier les infractions. Et ce que les juges et les autorités administratives avouent ne pas toujours pouvoir ou savoir faire, vous acceptez de le confier sans retenue aux plateformes en leur donnant un pouvoir de retrait en 24 heures de tout contenu qu'ils auraient jugé manifestement illicite, ce que vous habillez du mot « responsabilisation ». Le dispositif de sanction, d'abus de signalement que vous proposez pour y remédier est avant tout un dispositif d'affichage qui sera soit inopérant, soit un dispositif qui conduira cette fois-ci à l'autocensure. En revanche, ce que votre proposition de loi a suscité, c'est l'évocation par Mark Zuckerberg d'un vertigineux projet de création de Cour suprême.
Mark Zuckerberg a en effet proposé de créer une entité dite indépendante, mais dépendante toutefois de Facebook, qui serait amenée à juger les conflits sur les contenus. À sa décharge, ce n'est que l'outil nécessaire à Facebook pour appliquer cette proposition de loi si elle était votée telle qu'elle. En effet, la seule manière d'évoluer à ce jour entre les millions de personnes qui signalent un contenu en vue de son retrait et ceux qui contestent le retrait est pour la plateforme amenée à opérer des retraits en 24 heures, de créer un espace où s'élaborerait une jurisprudence internationale. Pourtant, cette jurisprudence internationale est par essence impossible à concevoir du fait des sensibilités et des conceptions si différentes que l'on se fait dans le monde entier des notions auxquelles se réfère la loi. Vous risquez, sans être véritablement conscient, d'être à l'origine de la fabrication d'un véritable monstre. En revanche, vous vous refusez d'aller au cœur du réacteur et d'envisager concrètement la manière de faire évoluer le modèle d'affaires des plateformes, seul chemin à emprunter et à même d'endiguer le flot que vous êtes supposé combattre. Vous savez à quel point la loi allemande, bâtie sur le même modèle, malgré vos dénégations, Monsieur le ministre, est largement contestée. Permettez-moi de citer ces propos. Le système allemand n'a pas fait la preuve de son efficacité. Il impose des amendes extrêmement élevées aux plateformes qui ont diffusé un contenu illicite. Cependant, le filtrage de la totalité des contenus est techniquement impossible. En outre, cette disposition conduit les plateformes à retirer trop de contenu et porte par conséquent atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie. Tous les contenus gris sont retirés par avance par les plateformes. Par exemple, Charlie Hebdo ne passe jamais la barre. On peut penser que le degré de violence sur Internet justifie de telles mesures, mais en réalité, ces dispositions risquent en outre d'être inapplicables. En effet, le juge sanctionnera le retrait illégitime de certains contenus. Les grandes plateformes seront alors prises en tenaille entre une loi qui sanctionne très sévèrement les contenus illégaux et une jurisprudence qui sanctionne le retrait de contenus licites. Les compliance departments des plateformes américaines ne peuvent pas gérer une telle situation. Qui a prononcé ces paroles, Monsieur le ministre? Un opposant dont vous dénoncerez par essence l'esprit partisan? Ce sont vos propres propos, Monsieur le ministre, lorsque vous avez été auditionné devant la commission des lois lors de l'examen de cette proposition de loi. Vous avez par ailleurs précisé que l'approche qui consiste à sanctionner les contenus individuels rencontre des limites et que la situation était analogue à celle de la régulation bancaire. En effet, une banque n'est pas tenue pour responsable de chaque virement frauduleux, mais elle doit mettre en œuvre un mécanisme de supervision qui détecte effectivement de tels virements. Il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultats. Vous le savez bien, Monsieur le ministre, l'enjeu est ailleurs, terriblement ailleurs. C'est un enjeu à proprement parler d'écologie numérique. Et là aussi, il y a véritablement urgence, au même titre que pour le climat et la biodiversité. Bruno Patinault l'écrit dans son livre. L'optimisme numérique, celui de la mise à disposition pour tous d'une information illimitée et l'amorce d'une économie de partage, cette utopie initiale est en train de mourir. Deux forces ignorées se sont déployées en l'absence d'entrave. L'emportement collectif, né des passions individuelles, et le pouvoir économique lié de l'accumulation. Nos addictions ne sont que le résultat du lien établi entre l'un et l'autre, et de la superstructure économique qui les fait se nourrir l'un de l'autre, de se renforcer mutuellement au détriment de notre liberté et de notre libre arbitre. Afin d'enclencher cette réflexion, nous avons déposé un amendement, comme certains l'ont fait aussi, proposant l'interopérabilité des plateformes. C'est un chemin. Vous avez privilégié une énorme opération de communication au détriment de l'efficience, au détriment de la préservation de deux valeurs tout aussi fondamentales, la liberté d'expression et la sécurité des personnes sur Internet. Le modèle actuel entretient la diffusion et la viralité des contenus haineux, qui, même s'ils sont sanctionnés, continueront de vivre sur ce type de support de communication et feront les beaux jours du Darknet. Pourquoi ne pas privilégier des pistes de régulation comme celles qui contribuent à ralentir la viralité, jouer sur l'ordonnancement des contenus, celles qui contribuent à la transparence effective des algorithmes, non en exigeant d'avoir accès à leurs formules de fabrication qui relèvent du secret d'affaires, mais en exigeant d'en connaître les effets. Tout ce qui permet d'étudier les pratiques et les comportements et construire aussi ainsi la régulation de demain au bon niveau, qui est le niveau européen. L'article 1 est une véritable ligne Maginot du XXIe siècle, qui ne pourra que céder ou sacrifier les libertés les plus fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, sur l'autel de l'inefficience. Le groupe Liberté et Territoires y est très attaché, comme il l'a démontré lors de la loi anti-casseurs. Je cite de nouveau Bruno Patinault, « Il ne s'agit pas de rejeter la civilisation numérique, mais de la transformer dans sa nature. Personne ne croit plus à la main invisible du marché. Il est temps de ne plus croire non plus à cette utopie qu'est la main invisible du réseau, au fait que le réseau, de façon quasi magique, corrigerait ses propres erreurs. Là est le véritable enjeu en amont.